11e jour de guerre entre l'Iran et Israël. L'Iran a entamé sa riposte à grande échelle contre Washington en ciblant la base américaine d'Al-Udeid au Qatar. Pendant ce temps, les frappes mutuelles entre Tel Aviv et Téhéran reprennent de plus belle. Le dirigeant malien Assimi Goïta a été reçu par Vladimir Poutine au Kremlin à l'issue des négociations. 3 documents ont été signés entre Moscou et Bamako. Le secrétaire général de l'OTAN s'est adressé aux journalistes à la veille du sommet de l'organisation qui se tiendra les 24 et 25 juin à La Haye. Bonsoir à vous et bienvenue sur RT en français depuis Moscou. On entame cette édition par cette information tombée il y a peu. L'Iran lance une opération contre des bases américaines au Qatar, où est située la plus grande base américaine au Moyen-Orient. En réponse à l'agression militaire flagrante du régime criminel des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran et à sa violation explicite du droit international, le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé, dans le cadre de l'opération Basharat al-Fatah, bonne nouvelle de la victoire, une attaque dévastatrice et puissante de missiles contre la base terroriste américaine d'Al-Udeid au Qatar. Le message que porte l'action décisive menée par les fils de la nation au sein des forces armées est destinée à la Maison-Blanche et à ses alliés est clair et explicite. La République islamique d'Iran, s'appuyant sur Dieu Tout-Puissant et sur son peuple fidèle et renommé, ne laissera jamais sans réponse aucune atteinte à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à sa sécurité nationale. Au moins 6 missiles ont été tirés lors de l'opération lancée en réponse à l'attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes ce dimanche. Le Qatar, pays situé à 190 km au sud de l'Iran, de l'autre côté du golfe Persique, avait annoncé plus tôt la fermeture de son espace aérien. Selon le ministère qatari de la Défense, aucune victime ni aucun blessé n'ont été signalés lors de l'attaque. La base aérienne américaine en Irak est en état d'alerte maximale et le personnel a reçu l'ordre de s'abriter dans des bunkers. L'alerte a également été donnée dans les bases américaines au Bahreïn, en Syrie ainsi qu'au Koweït. Tous ont fermé leur espace aérien. Nous affirmons que le Qatar se réserve le droit de répondre directement, de manière équivalente, à la nature et à l'ampleur de cette agression effrontée, conformément au droit international. Nous assurons que la défense aérienne qatari a réussi à déjouer l'attaque et à intercepter les missiles iraniens. Une déclaration détaillée concernant les circonstances de l'attaque sera publiée ultérieurement par le ministère de la Défense. Au lendemain des frappes américaines sur l'Iran, les tensions restent au plus haut entre Téhéran et Tel Aviv également. Les frappes mutuelles se poursuivent. Donald Trump évoque à présent un changement de régime en Iran. Les derniers développements de la situation dans ce reportage. Au lendemain de l'entrée en scène de Washington, le bras de fer militaire entre Israël et l'Iran se poursuit. Tsahal a ciblé plusieurs infrastructures en plein cœur de Téhéran. Parmi elles, la prison d'Evin, centre pénitentiaire ultra sécurisé dans le nord de la capitale iranienne, où sont détenus de nombreux opposants ainsi que des citoyens étrangers. Ont également été pris pour cible des quartiers généraux des gardiens de la Révolution dans la capitale iranienne, mais aussi le site d'enrichissement de Fordo, enfoui sous une montagne au sud de Téhéran. Objectif annoncé par l'armée israélienne, bloquer les voies d'accès au centre d'enrichissement d'uranium. Il s'agit là du même emplacement nucléaire ciblé la veille par l'armée américaine lors de son opération militaire surprise ce dimanche. Des dommages monumentaux ont été causés à tous les sites nucléaires iraniens, comme le montrent les images satellites. Le terme de « destruction totale » est tout à fait approprié. La structure blanche, qui semble profondément ancrée dans la roche, dont le toit est même sous terre, est totalement protégée des flammes. Les dégâts les plus importants ont été causés bien en dessous du niveau du sol, en plein dans le mille. Les États-Unis ont bombardé dimanche matin 3 sites nucléaires clés en Iran, celui d'Ispahan, de Natanz et de Fordo, rejoignant ainsi l'offensive lancée par Israël le 13 juin dernier. Baptisée Opération Midnight Hammer, au marteau de minuit, cette mission impliquait 7 bombardiers B-2 Spirit, transportant d'énormes bombes anti-bunker. Une opération dont les succès ont été à maintes reprises vantés par l'administration Trump, puisqu'elles auraient suffi, à en croire celle-ci,
à réduire en cendres les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Toutefois, des doutes sur cette hypothèse subsistent. Les Iraniens auraient pu déplacer leur uranium enrichi hors des sites avant les frappes américaines, tandis que les résultats des frappes restent actuellement en cours d'évaluation. Dans les heures qui ont suivi l'attaque surprise américaine, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a insisté sur le fait que Washington ne souhaitait ni guerre ni changement de régime en Iran. Bien que ces allégations contrastaient dans un premier temps avec l'objectif revendiqué depuis quelques jours par Israël, l'allié américain de l'État hébreu insinue à présent que le régime iranien devrait être renversé. Ce n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme « changement de régime », mais si le régime iranien actuel est incapable de rendre à l'Iran sa grandeur, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? MIGA. Si le régime iranien refuse de parvenir à une solution diplomatique pacifique, qui intéresse toujours le président et dans laquelle il est toujours engagé d'ailleurs, alors pourquoi le peuple iranien ne devrait-il pas reprendre le pouvoir à ce régime incroyablement violent qui le réprime depuis des décennies? Par ailleurs, l'opération israélienne contre l'Iran, Lion Rising, se poursuit. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a déclaré qu'Israël ne cesserait pas de frapper l'Iran. Nous avons atteint un tournant décisif dans cette campagne. Hier soir, les forces armées américaines ont attaqué d'une manière fatale, précise et impressionnante les installations nucléaires centrales. Cette attaque rendue possible grâce au commandement courageux de nos partenaires américains et à nos efforts politiques et militaires conjoints. Dans le cadre de sa réponse, Téhéran poursuit également son opération True Promise Tree. Les forces iraniennes ont lancé une nouvelle vague de frappes de représailles contre Israël. Selon l'armée israélienne, au moins 10 villes du pays ont été ciblées par l'Iran. Le porte-parole de Magen David Adom, ou l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a néanmoins précisé qu'aucun blessé n'avait été signalé à la suite de ces tirs de missiles. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent certaines des conséquences. Des impacts de missiles ont été signalés près d'une centrale électrique dans le nord du pays. La situation de plus en plus anxiogène dans la région inquiète à l'international tandis que les appels au dialogue se multiplient. Le monde retient son souffle quant à la possibilité d'une escalade plus globale. L'Iran, qui a accusé les États-Unis d'avoir trahi la diplomatie, a dit se réserver le droit légitime de se défendre. Menaçant d'infliger de lourdes conséquences au pays, l'Iran a d'ores et déjà approuvé la fermeture du détroit d'Ormuz, l'une des routes maritimes les plus importantes au monde, par lequel passe 1/5 de la production mondiale de pétrole. Craignant de profondes conséquences sur l'économie mondiale, Washington aurait dans la foulée saisi Pékin. Les États-Unis espèrent que la Chine contribuera à dissuader l'Iran d'appliquer une mesure dont les conséquences pourraient être catastrophiques. Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi est arrivé à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine de l'escalade du conflit au Moyen-Orient. On fait le point sur cette rencontre. Plusieurs pays, dont la Russie, ont condamné l'attaque états-unienne sur des sites nucléaires iraniens. Le ministère des Affaires étrangères russe a appelé, je cite, à mettre fin à l'agression et à redoubler d'efforts pour créer des conditions d'un retour de la situation sur une voie politique et diplomatique. Assistante à la conférence ministérielle de l'OCI à Istanbul, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a annoncé qu'il se rendrait à Moscou pour rencontrer et avoir des consultations avec le président russe Vladimir Poutine. Dès son arrivée, le chef de la diplomatie iranienne a précisé que l'échange porterait sur l'escalade du conflit orchestré par Washington et Tel Aviv. Les consultations entre l'Iran et la Russie ont toujours existé. Nous avons coopéré étroitement. Nous avons mené des consultations et avons coordonné nos positions sur toutes les questions. Il est évident qu'aujourd'hui, une situation particulière s'est développée dans la région, nous poussant à des consultations encore plus précises, sérieuses et approfondies. Mon voyage a été planifié au préalable et je suis arrivé ici, depuis Istanbul, pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine, afin d'aborder l'agression israélienne et les problèmes qui menacent la région. Cette visite a coïncidé avec l'attaque américaine contre la République islamique d'Iran, une nouvelle agression. Évidemment, notre discussion sera encore plus sérieuse et prendra plus d'ampleur.
Lors de l'entretien ce matin, Vladimir Poutine a déploré la situation au Moyen-Orient et rappelé que la Russie avait exprimé sa position au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a également martelé que l'agression contre l'Iran n'avait aucun fondement ni justification. Cette agression non provoquée contre l'Iran n'a aucun fondement et aucune justification. Depuis de nombreuses années, nous entretenons des relations amicales et de confiance avec l'Iran. De notre côté, nous faisons des efforts en vue d'aider le peuple iranien. Comme vous le savez, j'ai eu des entretiens téléphoniques avec le président américain, le Premier ministre israélien, le président émirien et le président iranien. Je sais que vous avez rencontré les ministres des Affaires étrangères en Europe. Je suis très heureux que vous soyez à Moscou aujourd'hui. Cela nous permettra de discuter de tous les sujets délicats et de réfléchir ensemble aux moyens de trouver une issue à la situation actuelle. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne a remercié la Russie pour son rôle positif et espéré qu'une solution serait trouvée. En matière des programmes nucléaires de l'Iran, la Fédération de Russie, en tant que partenaire, construit pour nous la centrale nucléaire de Boucher et nous aide dans ce domaine. La Russie a également joué un rôle positif dans la signature des accords sur le nucléaire, a contribué à obtenir des termes avantageux. Vous pouvez constater par vous-même que le niveau de l'escalade monte malheureusement de jour en jour parce qu'ils ont décidé de nous attaquer, d'attaquer nos sites. Pas seulement Israël, mais aussi les Américains ont décidé d'attaquer nos installations. Ces actions agressives de la part d'Israël et des États-Unis sont complètement illégitimes et violent les règles et les normes internationales, et nous sommes en train de défendre notre souveraineté et notre pays. Notre défense est légitime. Lors de la rencontre, le président russe Vladimir Poutine a également souligné que Moscou s'employait à apporter son aide au peuple iranien pour remédier aux conséquences humanitaires des bombardements qui se poursuivent incessamment depuis déjà 10 jours. Une aide qui, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dépendra des besoins exprimés par Téhéran. Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, a été reçu aujourd'hui au Kremlin par Vladimir Poutine lors de sa visite dans la capitale russe. Les précisions dans le reportage de Daria Vaganova. Le président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, est en visite d'État à Moscou. C'est aujourd'hui qu'il s'entretient avec son homologue russe, Vladimir Poutine, au Kremlin. Les deux présidents ont tout un éventail de sujets à discuter, comme le développement des relations bilatérales, y compris dans les domaines de l'économie et de l'investissement, ainsi que les problèmes régionaux et mondiaux. À son arrivée dans la capitale russe dimanche 22 juin, Assimi Goïta a été accueilli à la descente d'avion par le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Mikhail Bogdanov, et une garde d'honneur. Aujourd'hui, avant les négociations au Kremlin, Assimi Goïta a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu à Moscou. C'est maintenant l'heure de la partie officielle de sa visite, les pourparlers avec le président russe. Je tiens à saluer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux États. Comme vous venez d'évoquer, cette coopération bilatérale remonte depuis fort longtemps, depuis le temps du président Khrouchtchev, le président Modibo Keïta. Et ce domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Et je suis convaincu que cette visite officielle sera l'occasion davantage de renforcer nos liens de coopération. C'est le deuxième déplacement d'Assimi Goïta en Russie. Vladimir Poutine avait déjà rencontré son homologue malien à Saint-Pétersbourg en 2023, en marge du deuxième sommet Russie-Afrique. Nous nous sommes vus à Saint-Pétersbourg en 2023 lors du sommet Russie-Afrique. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir en Russie cette fois-ci dans le cadre de votre visite officielle. Depuis de nombreuses années, nos deux pays entretiennent des relations amicales et de confiance. Nous avons établi des relations diplomatiques il y a 65 ans. Et pendant toutes ces années, nous avons continué à coopérer. Au cours de cette période, la Russie a formé plus de 10 000 spécialistes pour votre pays. Comme l'a déclaré Vladimir Poutine, la Russie et le Mali entretiennent des relations dans tous les domaines. Le dirigeant russe a également nommé les priorités de la coopération avec Bamako. Malheureusement, le volume des échanges est toujours assez modeste, mais premièrement, il a une bonne tendance à augmenter.
Deuxièmement, il est important qu'il existe de bonnes directions pour une coopération fructueuse, la géologie, l'exploitation des ressources naturelles, l'énergie, la logistique et les domaines humanitaires dont je viens de parler. À l'issue des négociations, 3 documents ont été signés. Selon le président russe, ils renforceront le cadre juridique de la coopération entre les deux pays. Il s'agit d'accords sur les fondements des relations entre la Russie et le Mali, sur la création d'une commission intergouvernementale et sur la coopération dans l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. La situation sécuritaire au Mali, qui n'est pas simple ces derniers temps, a fait l'objet de discussions entre le ministre de la Défense russe, Andriy Belousov, et son homologue malien, Sadio Camara, plus tôt dans la journée. Je tiens à souligner que le fait que nous nous rencontrons régulièrement témoigne d'un intérêt mutuel et d'un développement dynamique des relations russo-maliennes dans le domaine de la défense. Nous constatons une volonté mutuelle des deux pays à renforcer la coopération globale avant tout dans les domaines militaires et militaro-techniques. Le premier objectif de notre partenariat, c'est d'avoir des résultats pratiques en matière de sécurité et de souveraineté. Je vous remercie pour l'hospitalité habituelle et pour la fraternité politique marquée par des agressions d'une gravité inquiétante, met en évidence la grande hypocrisie de l'ordre mondial actuel dominé par l'Occident. Nous sommes heureux de nous retrouver du bon côté de l'histoire avec la Russie, qui a toujours été une puissance d'équilibre. Votre action contre la barbarie coloniale hier et contre le néocolonialisme aujourd'hui fait que le peuple du Mali et du Sahel soutient et espère une résolution rapide et victorieuse dans l'opération militaire spéciale. Ça n'est un secret pour personne que les relations entre la Russie et le continent africain ne cessent de se développer ces dernières années. Beaucoup a déjà été fait, même s'il reste encore beaucoup de travail. L'essentiel est pourtant que la confiance et la volonté de coopérer soient à la base du partenariat. Les relations entre Moscou et Bamako en sont un bel exemple. À la veille du sommet de l'OTAN à La Haye, prévu les 24 et 25 juin, les membres de l'Alliance semblent réussir à parvenir à un accord sur l'augmentation des dépenses de défense. D'ici 2035, les dépenses devraient atteindre 5% du PIB des pays. 2% du produit intérieur brut à la défense. Telle est l'exigence actuelle pour les membres de l'Alliance. Une somme déjà énorme qui devrait plus que doubler à l'issue des pourparlers qui commencent demain. 3,5% du PIB allant donc aux besoins classiques de défense, alors qu'un autre 1,5% devrait être investi dans la lutte contre le terrorisme et dans le développement d'infrastructures à double usage. Le prétexte est déjà sur les lèvres, celui d'une menace russe. La menace la plus importante et directe à laquelle cette alliance fait face reste la Russie. Moscou continue de mener la guerre contre l'Ukraine avec le soutien de la Corée du Nord, de l'Iran, de la Chine et de la Biélorussie. Nous voulons tous la paix pour le peuple ukrainien et mettre fin à cette terrible guerre. Les efforts conjoints visant à renforcer l'industrie de la défense par le biais de l'alliance garantissent non seulement une plus grande sécurité, mais aussi davantage d'emplois et un soutien continu à l'Ukraine, tout en poursuivant une fin juste et durable à la guerre d'agression menée par la Russie. Tout cela est essentiel pour assurer la sécurité d'un milliard de nos citoyens. Alors que les États membres se disent heureux d'avoir franchi cette étape et que certains pays ne sont pas très éloignés de cette norme, d'autres n'atteignent même pas le seuil de 2% convenu il y a plus de 10 ans, alors qu'ils pourraient s'engager à augmenter les dépenses de défense. La question clé sera de savoir si ces promesses seront réalisées. Le refus récent de l'Espagne d'appuyer cette initiative est particulièrement suspect. Le refus catégorique de l'Espagne d'accepter l'objectif de dépenses en matière de défense s'élevant à 5% du PIB a fait l'effet d'une bombe pour l'OTAN. La réponse du gouvernement de Pedro Sánchez à la proposition envoyée cette semaine par le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, par laquelle il a spécifié le nouvel objectif qu'il voudrait voir approuvé la semaine prochaine lors du sommet de La Haye, est arrivée au moment où les délégations des 32 États membres pensaient arriver à la fin d'une négociation intense mais constructive, d'après eux, pour parvenir à un consensus que la réponse espagnole met désormais en péril. L'indignation des activités de l'Alliance est exprimée par des citoyens ordinaires
À la veille du sommet de La Haye, les gens sont descendus dans la rue pour manifester et exiger de renoncer à l'augmentation des dépenses militaires. Les prix augmentent, les gens manquent d'argent. Donc, nous ne voulons pas que cela se produise. Nous ne voulons pas financer la guerre. Nous voulons vivre en paix. Nous avons besoin d'argent pour le développement durable. Ce dont nous avons vraiment besoin, ce sont des investissements dans les infrastructures publiques. Mais au lieu de cela, nous envoyons de l'argent dans la production d'armes, ce qui est horrible et ne fait qu'alimenter la haine et la destruction partout dans le monde. Je suis absolument contre. Nous dépensons beaucoup. Et je pense que l'OTAN cache sa propre crise, car les États-Unis ne veulent pas payer les 5%. Et l'Espagne a clairement déclaré qu'elle n'était pas prête à payer ces 5%, ce qui entraîne une augmentation considérable. Pour les Néerlandais, cela signifie une augmentation du budget de la défense de 22 milliards à 60 milliards. Et ils ne savent pas comment dépenser cet argent. C'est donc ridicule. Et ce n'est qu'une couverture pour sauver l'OTAN. Je pense qu'il y a une crise à l'OTAN et que l'OTAN va s'effondrer ou quelque chose comme ça. Je sais pas. C'est ridicule qu'ils veuillent imposer une norme de 5%. Il n'y a pas d'argent pour l'enseignement, pour la protection sociale, ainsi que pour les soins de santé ou pour quoi que ce soit dans ces pays occidentaux, et en particulier aux Pays-Bas. On pourrait faire tant de choses avec l'argent qu'ils veulent consacrer à la défense. Et que vont-ils en faire? Ils vont dépenser 20 milliards pour un nouveau programme de défense. Ils vont le dépenser dans l'industrie de l'armement à cause d'une menace qui, à mon avis, n'est pas réelle. C'est bizarre. C'est la remilitarisation et aussi la destruction de l'État-providence en Europe. Cette aspiration à la militarisation accrue du bloc a déjà fait réagir le Kremlin, qui depuis des décennies ne cesse pas de blâmer l'élargissement de l'OTAN en direction de ses frontières. Nous savons également qu'il est prévu, dans le cadre du prochain sommet de l'OTAN, d'annoncer le lancement d'un programme à grande échelle destiné à renforcer davantage les capacités de l'Alliance. Pour sa mise en œuvre, les budgets militaires des pays membres de l'OTAN seront augmentés. Cependant, les membres du bloc dépensent déjà plus que tous les autres États du monde ensemble pour leurs objectifs militaires. Par contre, on voit ainsi clairement qu'ils provoquent en réalité la militarisation mondiale et la course aux armements. Pour justifier leur projet, les dirigeants de l'Alliance évoquent avec insistance une menace russe, une possible invasion de l'Europe de notre part. Ils se sont inventés cette histoire d'horreur qu'ils ne cessent de répéter d'année en année pour tromper leur propre peuple et lui soutirer de l'argent. Il est à noter que le donateur principal de l'Alliance depuis des années, à savoir Washington, ne sera pas présent à ce sommet au plus haut niveau. Donald Trump ne se rendra pas à La Haye. En ce qui concerne son pays, le président américain avait fait savoir que les États-Unis ne devraient pas avoir à atteindre le nouvel objectif fort de leurs dépenses énormes pour protéger le continent sur une longue période. Washington a consacré environ 3,19% de son PIB à la défense en 2024. Le régime de Kiev continue de diffuser des informations mensongères, cyniques, cette fois autour du transfert par la Russie des corps des militaires ukrainiens. Igor Kourachenko nous en dit plus. D'abord, l'Ukraine a refusé de récupérer les corps de ses soldats tombés au front et les camions transportant des dépouilles congelées restaient à proximité du point d'échange. Maintenant, Kiev accuse la partie russe d'avoir prétendument altéré les corps. Il s'agit d'un message posté sur la chaîne Telegram du chef du ministère ukrainien de l'Intérieur, Igor Klimenko, qui a affirmé que Moscou aurait remis le corps d'un soldat russe à l'Ukraine. Klimenko a montré des photos de la carte militaire et de l'insigne personnel du combattant russe Bougaïev en guise de confirmation. Selon ces déclarations, la partie russe aurait placé le corps du combattant dans un sac numéro 192/25 au cours du processus humanitaire. En effet, selon l'acte de transfert des corps, les dépouilles du militaire ukrainien Didik en uniforme ukrainien, ainsi qu'une copie de sa carte militaire se trouvaient dans le sac sous ce numéro. Le corps de ce militaire a été accepté et enterré, ce qui est confirmé par la notice nécrologique publiée sur le site web du conseil municipal d'Oboukiv, dans la région de Kiev. Quant aux dépouilles du militaire russe présumé, il s'agit d'un militaire disparu il y a plus d'1 an. Cependant, ces documents sont restés en parfait état. Quelqu'un les avait conservés séparément. L'Ukraine a renvoyé le sac portant le numéro 567 dans lequel les dépouilles d'un militaire non identifié portant l'uniforme ukrainien lui avaient été remises à l'origine. Ce sac ne contenait aucun document et lorsque l'Ukraine l'a rendu, il contenait déjà des documents appartenant à un militaire russe. Notons aussi que la partie russe dispose d'un plan précis pour la collecte, l'identification et la remise des corps des militaires ukrainiens tués.
Tout cela se fait avec des photographies et des copies de l'acte de transfert envoyées à la fois à l'Ukraine et au comité international de la Croix-Rouge. Les accusations du chef du ministère ukrainien de l'Intérieur ressemblent donc à la provocation. Dès le début, le gouvernement ukrainien tente de dénigrer l'action purement humanitaire de la Russie visant à restituer à l'Ukraine les corps de ses propres soldats. En même temps, l'Ukraine ne se presse pas de récupérer les 3000 autres corps de ses soldats tombés au front. Initialement prévus à un coût nettement inférieur, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont entraîné une dépense publique de 6 milliards d'euros, selon un récent rapport de la Cour des comptes. L'idéal olympique, mélange harmonieux d'excellence athlétique, de camaraderie et d'unité, a apparemment disparu sous le poids du spectacle de Paris 2024. Une confluence de scandales, notamment des allégations de dopage, des préoccupations concernant la propreté douteuse de la scène, des débats controversés sur l'égalité des sexes et l'exclusion controversée des athlètes russes ont précédé le dévoilement des Jeux. L'arrière-goût persistant, cependant, est résolument âcre. Une facture salée de près de 6 milliards d'euros de dépenses publiques, comme l'a révélé le rapport de la Cour des comptes. Un montant 2 fois supérieur à celui présenté dans le projet de loi de finances 2025. Dans son rapport de 56 pages, la Cour a ainsi évalué les dépenses d'organisation à 2,77 milliards d'euros, dont les dépenses publiques de sécurité, les transports et la mobilité, subventions publiques versées au budget du comité d'organisation, la haute performance et la mobilisation populaire, qui a notamment permis d'organiser des fan zones et le relais de la flamme, ainsi que les dépenses liées aux infrastructures à 3,19 milliards d'euros, dont les infrastructures sportives, les aménagements urbains absorbés aux 3/4 pour les villages des athlètes et des médias, les infrastructures de transport, la sécurité comme la vidéoprotection et les moyens anti-drones. Cette analyse détaillée des coûts a été contestée par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Il affirme que la méthodologie de la Cour des comptes surestime les coûts directs des Jeux en incluant des dépenses pour des projets non liés, tels que le développement du bassin de la Seine. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques est convaincu que ces projets auraient été mis en œuvre indépendamment des Jeux et qu'ils ne devraient pas être entièrement imputés au budget des Jeux. Les différents choix méthodologiques opérés, qui consistent à maximiser systématiquement les montants retenus et à les imputer intégralement aux Jeux, aboutissent à un total démesuré qui est en décalage complet avec le niveau des dépenses publiques qui a été réellement nécessaire à l'organisation des Jeux. Malgré les inquiétudes croissantes concernant le budget, certains Parisiens expriment un sentiment de résignation plutôt que de choc. La somme est certes colossale, mais il faut tenir compte de l'ampleur du projet. Maintenant, c'est sûr que je pense qu'à force de faire des JO, je pense qu'on aurait pu prévoir un écart et qu'il soit si énorme, c'est quand même un petit peu catastrophique. Mais de là que ce soit choquant, non. Au Japon, ça a été pareil. Et pour chaque Jeux Olympiques, même ceux d'hiver, à chaque fois, il y a plein de choses qui se rajoutent. C'est vrai que entre ce qui est prévu et ce qui est réellement, il y a très souvent un écart. Et j'ajoute en construction particulièrement. Alors pourquoi ? Il y a plein de raisons. Mais en fait, il y a des difficultés qui apparaissent au fur et à mesure que les travaux se font. Alors vous savez, je veux dire, on pourrait couper plus tard, mais ça peut être du chantage, ça peut être bloquer des chantiers. Il se passe énormément de choses dans ce domaine-là qui ne sont pas très claires. Enfin voilà, sans aller trop en détail. Et il y a des influences qui sont là plutôt nuisibles, ce qui fait que, sans compter des erreurs aussi, parce que c'est des chantiers énormes, c'est très compliqué à coordonner. Bon, après il y a l'erreur qui est humaine, qui se trompe dans le prévisionnel, voilà, c'est comme ça. Alors moi ça m'embête toujours quand on dépense de l'argent public, mais je me dis quand on organise un événement international comme ça, je pense qu'il y a toujours des aléas qui font qu'on arrive à des dépenses supplémentaires. J'espère en tout cas que ça a fait rayonner Paris et que ça a fait un retour, pas sur investissement, mais que au moins pour les Parisiens, pour leur commerce et peut-être pour leur qualité de vie, il y a peut-être des choses que les JO ont apportées. Donc je suis un peu contrastée. Alors que le coût des Jeux Olympiques de Paris 2024 a doublé par rapport aux estimations initiales suscitant l'inquiétude des responsables, le problème le plus pressant est que ces Jeux n'ont pas réussi à transcender les préjugés politiques de leurs organisateurs. En conséquence, ils sont devenus moins une célébration universelle du sport et davantage marqués
par la controverse et l'exclusion.